été en Provence. Un roman d'amour écrit par Geneviève de Fontaine, une histoire pour apprendre le français. Copyright 2025, Geneviève de Fontaine, tout droit réservé. Première édition, 2025. Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'auteur. Les personnages, lieux et situations présentés dans ce roman sont entièrement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou des événements existants ou ayant existé serait purement fortuite. Ce livre est destiné à l'apprentissage du français. Il contient un vocabulaire soigneusement sélectionné et une structure narrative adaptée aux apprenants. Une histoire pour apprendre le français. Bienvenue, chers lecteurs, chères lectrices. Vous tenez entre vos mains une histoire spécialement conçue pour les apprenants de français. Un été en Provence suit l'histoire d'Emma, une jeune Américaine qui passe un été inattendu dans la campagne française. Comment utiliser ce livre? Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les mots immédiatement. Comme Emma, vous progresserez naturellement au fil de l'histoire. Le contexte vous aidera souvent à deviner le sens des mots nouveaux. L'apprentissage d'une langue est un voyage, parfois difficile, parfois frustrant, mais toujours enrichissant. Comme Emma, vous découvrirez peut-être que la langue française ouvre des portes vers de nouvelles expériences, de nouvelles amitiés et de nouvelles perspectives. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. L'arrivée. Le soleil brille dans le ciel bleu de Provence. Emma descend de la voiture avec ses lunettes noires sur le nez. Son visage est sérieux et triste. Autour d'elle, une petite maison en pierre et des champs de lavande s'étendent à perte de vue. Un profond soupir s'échappe de ses lèvres. « Nous sommes arrivés !» dit le chauffeur de taxi avec un sourire. « La ferme de Madame Mathilde. C'est joli, non ?»« Oui !» répond Emma sans enthousiasme. Le chauffeur sort ses valises. Emma reste immobile, observant ce qui sera sa prison pour les 2 prochains mois. Une punition parfaite, selon ses parents. Pas de téléphone, pas d'amis, juste la campagne française et une tante qu'elle n'a pas vue depuis 5 ans. La porte de la maison s'ouvre. Une femme d'une 50aine d'années apparaît, ses cheveux bruns striés de gris attachés en chignon désordonné. Son visage s'illumine quand elle voit Emma. « Emma, ma chérie, te voilà enfin !» Tante Mathilde s'approche rapidement, les bras ouverts. Elle parle en français, rapide et fluide. Emma comprend chaque mot, elle a toujours eu l'oreille pour la langue de sa mère, mais elle n'a aucune envie de répondre avec la même énergie. « Bonjour, tante Mathilde !» dit-elle simplement. Mathilde l'embrasse sur les 2 joues, puis recule pour la regarder. « Comme tu as grandi. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 12 ans. Maintenant, tu es une jeune femme. Comment était ton voyage? Tu dois être fatiguée. »« Ça va ?» répond Emma, cherchant les mots les plus courts possibles. Mathilde paie le chauffeur qui part avec un signe de la main. Maintenant, Emma est vraiment coincée ici, au milieu de nulle part. « Entre, entre !» dit Mathilde. « J'ai préparé ta chambre et il y a de la limonade fraîche dans le réfrigérateur. » Emma suit sa tante dans la maison. L'intérieur est frais comparé à la chaleur extérieure. Les murs sont épais, les fenêtres petites. Des poutres en bois traversent le plafond. C'est rustique et ancien, exactement ce qu'Emma déteste. « Ta chambre est en haut, » explique Mathilde. « La 2e porte à droite. Vas-y, installe-toi, je prépare le déjeuner. » Emma monte l'escalier en bois qui craque sous ses pas. La chambre est petite mais propre. Un lit avec une couverture fleurie, une commode ancienne, une fenêtre qui donne sur les champs de lavande. Pas de télévision, pas d'ordinateur.
Génial, murmure Emma en jetant son sac sur le lit. Elle sort son téléphone, son dernier lien avec sa vraie vie, et vérifie le signal, presque inexistant. Un message apparaît, réseau limité. Emma s'assoit sur le lit et regarde par la fenêtre. Des kilomètres de campagne, des collines, des champs et pas une maison moderne en vue. Juste du silence et de l'espace. « Emma !» appelle Mathilde d'en bas. « Tu veux de l'aide avec tes bagages ?»« Non, merci », répond Emma. Elle entend Mathilde monter quand même. Sa tante apparaît à la porte. « Alors, comment trouves-tu ta chambre ?»« C'est petit, » dit Emma. « Oui, c'est une vieille maison, » sourit Mathilde. « Mais tu verras, on s'y sent bien. » Elle s'approche et s'assoit sur le lit à côté d'Emma. « Je sais que tu n'es pas contente d'être ici. Tes parents m'ont expliqué la situation. » Emma se raidit. La situation, comme si son expulsion de l'école était juste une petite difficulté et non la fin du monde. « Est-ce que tu es heureuse d'être en France ?» demande Mathilde. Emma lève enfin les yeux et regarde sa tante directement. « Je ne veux pas être ici, » dit-elle clairement. C'est sa phrase la plus longue depuis son arrivée. Mathilde hoche la tête, pas surprise. « Je comprends. Mais tu es ici maintenant, pour 2 mois. Alors, peut-être. » Elle laisse sa phrase en suspens, puis sourit à nouveau. Le déjeuner sera prêt dans 20 minutes. Quand Mathilde quitte la chambre, Emma se lève et ferme la porte. Elle regarde encore par la fenêtre. Le soleil brille sur les champs de lavande, le ciel est d'un bleu parfait, l'air est plein du chant des cigales. C'est beau, elle doit l'admettre. Mais c'est aussi son exil, sa prison dorée pour l'été. Emma se laisse tomber sur le lit et ferme les yeux. 2 mois. Comment va-t-elle supporter 2 mois ici ? Chapitre 2. La rencontre. Une semaine passe lentement. Emma évite sa tante autant que possible. Au petit déjeuner, elle répond avec des mots simples. Oui, non, merci. Puis disparaît dans sa chambre ou dans le jardin. Ce matin, Mathilde frappe à la porte de sa chambre. Emma lit un livre sur son lit. « Emma, j'ai besoin de ton aide aujourd'hui. » Emma lève les yeux. « Pourquoi ? » Notre tracteur est cassé. J'ai besoin d'emprunter des outils à notre voisin, monsieur Dubois. Mais je dois rester ici pour attendre le vétérinaire. Les chèvres ont besoin d'un examen. Emma comprend parfaitement, mais fait semblant d'hésiter. « Tu veux que j'y aille ? » ?»« Oui, s'il te plaît. » La ferme des Dubois est à 15 minutes à pied. Tu suis le chemin derrière la maison, puis tu tournes à gauche au grand olivier. Emma veut refuser, mais elle s'ennuie tellement. Une promenade est peut-être une bonne idée. D'accord. Mathilde sourit, surprise. Merci Emma. Dis à monsieur Dubois que nous avons besoin de la grande clé pour le tracteur. Il comprendra. 10 minutes plus tard, Emma marche sur le petit chemin entre les champs. Le soleil est chaud, mais un vent léger rend la température agréable. Les cigales chantent. En secret, Emma aime ces bruits de la campagne. Elle trouve l'olivier et tourne à gauche. Une autre ferme apparaît. Une maison plus grande que celle de sa tante, avec un grand jardin et plusieurs bâtiments agricoles. Emma s'approche de la porte principale et frappe. Pas de réponse. Elle frappe encore. Rien. « Il y a quelqu'un ?» appelle-t-elle. « Je suis derrière. » répond une voix masculine. Emma fait le tour de la maison. Derrière, dans un grand jardin, un jeune homme travaille sur un moteur. Il a environ 18 ans, comme elle. Ses cheveux bruns sont en désordre, sa peau est bronzée par le soleil. Quand il se tourne vers Emma, elle remarque ses yeux d'un vert profond et brillant. « Bonjour. » dit-il avec un sourire. « Je peux t'aider. » Emma est soudain consciente de son apparence. Short usé, t-shirt simple,
cheveux attachés sans soin. Bonjour, dit-elle. Je suis Emma, la nièce de Mathilde Moreau. Ah, la nièce américaine. Son sourire s'élargit. Je suis Léo Dubois. Mon père m'a dit que tu passais l'été chez ta tante. Léo parle vite, mais Emma comprend chaque mot. Son accent français est charmant. Elle se force à répondre avec le minimum de mots. Oui, pour 2 mois. Et comment trouves-tu la Provence? Emma hésite. Elle ne veut pas être impolie avec ce garçon qui n'a rien fait de mal. C'est différent de New York. Léo rit. Je peux imaginer. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ma tante a besoin d'une clé pour son tracteur. Il est cassé. Ah, la clé spéciale. Léo se lève. Viens, elle est dans l'atelier. Emma suit Léo vers un petit bâtiment rempli d'outils. Il cherche un moment, puis trouve une grande clé métallique. Voilà. Dit-il. Dis à ta tante qu'elle peut la garder aussi longtemps que nécessaire. Merci, dit Emma, prenant la clé. Alors tu parles bien français. Remarque Léo. Emma hausse les épaules. Un peu. Ma mère est française. Mais tu préfères l'anglais? Je préfère New York, répond Emma. Léo rit encore. Son rire est agréable, contagieux. Emma se surprend à sourire un peu, Si tu veux, je peux te montrer que la Provence n'est pas si ennuyeuse. dit Léo. Nous avons des chèvres. Elles ont eu des bébés la semaine dernière. Tu veux les voir? Emma devrait dire non. Elle devrait rentrer directement chez sa tante. Mais quelque chose dans les yeux verts de Léo la fait hésiter. Et les bébés chèvres sont probablement mignons. D'accord, dit-elle finalement. Je voudrais les voir. Le visage de Léo s'illumine de surprise et de plaisir. Vraiment? Super. Suis-moi. Alors qu'elle suit Léo vers l'enclos des chèvres, Emma réalise qu'elle vient de dire sa phrase la plus longue en français depuis son arrivée. Et curieusement, cela ne la dérange pas tant que ça. Chapitre 3. Le marché. Emma, lève-toi, c'est jour de marché. La voix de Mathilde traverse la porte. Emma ouvre un œil. Il est 7 heures du matin, un samedi. À New York, elle dormirait encore 4 heures. Emma, tu es réveillée? Oui, répond-elle avec reluctance. Nous partons dans 30 minutes. Le marché est meilleur tôt le matin. Emma s'habille lentement. Après sa rencontre avec Léo et les bébés chèvres, quelque chose a changé. Elle est toujours irritée d'être en Provence, mais sa curiosité commence à grandir. Dans la cuisine, Mathilde prépare un panier et une liste. Nous avons besoin de fromage, de pain, de légumes. Elle regarde Emma. Tu as bien dormi? Oui, dit Emma. Elle hésite, puis ajoute. Le tracteur fonctionne maintenant? Mathilde semble surprise par cette question spontanée. Oui, grâce à toi et à la clé. Monsieur Dubois va venir l'examiner complètement la semaine prochaine. Léo m'a montré les bébés chèvres, dit Emma. Ah, tu as rencontré Léo. C'est un gentil garçon. Il aide beaucoup ses parents. Mathilde sourit. Allons-y maintenant, le marché nous attend. Le village est à 20 minutes en voiture. Emma regarde par la fenêtre. Les collines, les vignes, les oliviers, le paysage est beau, même si elle ne veut pas l'admettre. Le marché occupe la place centrale du village. Des stands colorés, des parasols, des gens qui parlent fort. Les odeurs de pain frais, de fromage et d'épices remplissent l'air. « Viens, dit Mathilde. Commençons par le pain. » Emma suit sa tante. Partout, les gens saluent Mathilde. Elle est populaire ici. Plusieurs personnes regardent Emma avec curiosité. « C'est ta nièce ?» demande une vieille dame. « Oui, Emma, de New York, » répond Mathilde. « Elle passe l'été avec moi. »« Bonjour Emma, » dit la dame. « Bienvenue dans notre village. »« Merci, » répond Emma poliment. Après avoir acheté du pain et des légumes,
Mathilde s'arrête devant un stand de fromage. Emma reconnaît immédiatement le garçon qui arrange les fromages. « Léo !» dit Mathilde. « Comment vas-tu » Léo lève les yeux et sourit. Son visage s'illumine quand il voit Emma. « Bonjour, Madame Moreau. Emma, quel plaisir de vous voir ici. »« Nous avons besoin de fromage, » dit Mathilde. « Qu'est-ce que tu recommandes aujourd'hui » Pendant que Léo et Mathilde discutent de fromage, Emma observe le marché. C'est vivant, authentique, différent des supermarchés stériles de New York. « Emma, dit Léo, attirant son attention. goûte ça. » Il lui offre un petit morceau de fromage sur un cure-dent. « Qu'est-ce que c'est » demande Emma. « Fromage de chèvre avec des herbes de Provence. Ma mère l'a fait hier. » Emma goûte le fromage. La saveur est forte mais délicieuse, crémeuse et herbacée. « C'est bon ?» demande Léo, attendant sa réaction. « C'est délicieux !» s'exclame Emma sans réfléchir. Léo sourit largement. « Vraiment ? Ma mère sera contente. » Mathilde achète ce fromage et deux autres. Puis elle dit à Emma « Je dois parler avec Madame Leroux à propos des lavandes. Tu peux explorer le marché si tu veux. Retrouvons-nous ici dans 20 minutes. » Avant qu'Emma puisse protester, Mathilde s'éloigne, la laissant seule avec Léo. « Tu veux voir le reste du marché ? » propose Léo. « Je peux te montrer les meilleurs stands. Mon cousin peut surveiller les fromages pendant quelques minutes. » Emma devrait dire non, mais elle est curieuse. D'accord. Léo appelle son cousin puis guide Emma à travers le marché. Il lui montre les stands de miel, de savon à la lavande, d'olives. Il connaît tout le monde et présente Emma comme l'américaine qui parle très bien français. Emma ne corrige pas cette exagération. Elle se contente de sourire et de dire « bonjour ». À un stand de fruits, Léo achète 2 pêches juteuses. « Tiens, dit-il en offrant une pêche à Emma. les meilleures pêches de Provence. » Emma mord dans la pêche. Le jus sucré coule sur son menton. Elle rit et l'essuie avec sa main. « Alors ? » demande Léo. « C'est la meilleure pêche que j'ai jamais mangée, » admet Emma. Ils marchent encore, parlant des différences entre la France et l'Amérique. Emma se surprend à parler de plus en plus, à poser des questions. Léo est facile à parler, patient quand elle cherche un mot, intéressé par ses réponses. Quand il retourne au stand de fromage, Mathilde attend. Elle observe Emma avec un petit sourire. « Tu as aimé le marché ?» demande-t-elle sur le chemin du retour. « C'était intéressant » répond Emma. « Et Léo, il est gentil, non ?» Emma regarde par la fenêtre pour cacher son léger sourire. « Oui, il est gentil. » À la maison, en aidant Mathilde à ranger les courses, Emma réalise qu'elle a passé toute la matinée sans dire une seule fois « je ne veux pas ». C'est un petit progrès, mais c'est un progrès quand même. Chapitre 4. La lavande. 3 jours après le marché, Emma se réveille avec une odeur spéciale dans l'air, douce, florale, intense. Elle ouvre la fenêtre et reste sans voix. Les champs de lavande sont maintenant complètement violets. Pendant la nuit, toutes les fleurs semblent avoir éclos en même temps. Le vent porte leur parfum jusqu'à la maison. Fascinée, Emma descend l'escalier rapidement. Mathilde est dans la cuisine, préparant du café. « Bonjour Emma, tu as vu ?» La lavande. « Elle est magnifique !» dit Emma, oubliant d'être brève. « Oui, c'est le moment parfait. » Mathilde sourit. Et c'est aussi le moment de la récolte. Nous commençons aujourd'hui. La récolte ? Emma est curieuse malgré elle. Oui, pour les huiles essentielles. Nous coupons les meilleures tiges avant que les fleurs soient complètement ouvertes. Mathilde hésite. J'ai demandé de l'aide au Dubois. Léo viendra ce matin. Emma sent son cœur battre un peu plus vite. D'accord. Elle prend une tasse de café pour cacher son visage. Après le petit déjeuner,
Emma monte se changer. D'habitude, elle se moque de son apparence ici. Qui va la voir? Mais aujourd'hui, elle choisit avec soin. Un short bleu, un t-shirt blanc simple mais propre. Elle attache ses cheveux en queue de cheval et met même un peu de baume à lèvres. Quand elle redescend, Léo est déjà arrivé. Il parle avec Mathilde dans la cuisine. Ses yeux verts s'illuminent quand il voit Emma. « Bonjour Emma, prête pour la récolte de lavande ? » « Je pense, dit-elle. Je n'ai jamais fait ça avant, » Ne t'inquiète pas, c'est facile. répond Léo. Je vais te montrer. Mathilde leur donne des paniers, des gants et des ciseaux spéciaux. Ils sortent dans les champs violets. L'odeur est plus forte ici, presque enivrante, Regarde, dit Léo, s'agenouillant près des plantes. tu coupes juste ici, sous les fleurs mais au-dessus des feuilles. Emma observe attentivement. Léo coupe plusieurs tiges et les place délicatement dans son panier, À ton tour, dit-il en lui tendant les ciseaux. Emma s'agenouille et essaie. Sa première coupe est maladroite, pas mal. dit Léo gentiment. Essaie encore comme ça. Il guide sa main. Le contact de ses doigts sur les siens est électrique. Emma sent son visage chauffer, et ce n'est pas à cause du soleil. Ils travaillent côte à côte pendant 1 heure. Emma devient plus habile avec chaque tige coupée. La répétition est apaisante, presque méditative. L'odeur de lavande, le bourdonnement des abeilles, la chaleur du soleil. Emma se sent étrangement en paix, Tu apprends vite. remarque Léo. Merci, dit Emma. Elle hésite puis demande. Pourquoi tu aides ta famille avec la ferme? Tu n'as pas d'autre rêve? Léo sourit. J'étudie l'agriculture écologique. Je veux moderniser la ferme de mes parents, mais sans perdre les traditions. Il la regarde. Et toi? Quels sont tes rêves? Emma est surprise par cette question. À New York, personne ne lui demande ses rêves, seulement ses plans pour l'université. J'aime la photographie, admet-elle. J'aimerais devenir photographe professionnel. Tu as ton appareil photo ici? Oui, mais... Emma n'a pas encore pris une seule photo depuis son arrivée, Ces champs de lavande seraient parfaits pour la photographie. suggère Léo. La lumière du matin ou du soir, les couleurs. Emma imagine les photos qu'elle pourrait prendre. Il a raison, ce paysage est magnifique. À midi, leurs paniers sont pleins. Ils retournent à la maison où Mathilde a préparé un déjeuner simple, salade, pain, fromage et tomates du jardin. Après le repas, Mathilde montre à Emma comment il transforme la lavande en huile essentielle. Le processus est long et délicat. Léo explique chaque étape avec passion, L'huile de lavande de ta tante est la meilleure de la région. dit-il à Emma. Elle gagne des prix chaque année. Mathilde sourit modestement. La terre ici est spéciale, la lavande aussi. Le soleil commence à descendre quand ils finissent de préparer les plantes pour la distillation. Les mains d'Emma sont parfumées, ses joues roses du soleil et du travail. « Merci pour ton aide aujourd'hui, Léo, » dit Mathilde. « Tu dîneras avec nous ?» Pas ce soir, merci. Ma mère m'attend. Léo se tourne vers Emma. Mais il y a un festival dans le village samedi, la fête de la lavande. Il y a de la musique, de la nourriture. Il hésite. Tu voudrais y aller avec moi? Emma sent le regard de sa tante. Elle devrait dire non. Elle ne veut pas s'attacher à cet endroit, à ces gens. Dans quelques semaines, elle retournera à New York. Mais les yeux verts de Léo sont pleins d'espoir. Et, à sa propre surprise, Emma veut dire oui. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'aimerais beaucoup y aller avec toi. » Le visage de Léo s'illumine comme un soleil. Super. Je viendrai te chercher à 6 heures, samedi soir. Après le départ de Léo, Mathilde ne dit rien, mais son sourire parle pour elle. Emma monte dans sa chambre, ses doigts encore parfumés de lavande, son cœur battant à l'idée de samedi soir. Chapitre 5. La fête du village. Comment est-ce que je suis?
Emma se tient devant Mathilde dans la cuisine. Elle porte une robe simple couleur crème avec une ceinture bleue. Ses cheveux sont lâchés sur ses épaules. C'est la première fois que Mathilde la voit en robe depuis son arrivée. « Tu es très belle », dit Mathilde avec un sourire chaleureux. Léo va être impressionné. Emma rougit. Ce n'est pas pour. Elle s'arrête. Qui essaie-t-elle de tromper? Bien sûr qu'elle veut impressionner Léo. La sonnette retentit. Emma prend une grande respiration et ouvre la porte. Léo est là, dans un pantalon noir et une chemise bleu clair. Ses cheveux sont coiffés, son sourire est nerveux mais sincère. Il tient un petit bouquet de lavande. Bonsoir Emma, tu es... Waouh, Il lui tend le bouquet. pour toi. Merci, dit Emma, touchée par ce geste simple. Elles sont jolies, Pas aussi jolie que toi. dit Léo, puis rougit immédiatement. Désolé, c'était... C'était gentil, dit Emma avec un sourire. Elle se tourne vers sa tante. À plus tard, Mathilde. Amusez-vous bien, répond Mathilde. Ne revenez pas trop tard. Le village est transformé. Des guirlandes de lumière suspendues entre les bâtiments, des stands de nourriture et d'artisanat dans les rues, une scène pour la musique sur la place centrale. L'air est rempli d'odeurs de nourriture et de rire, La fête de la lavande est une tradition ici. explique Léo. Nous célébrons la récolte chaque année. Emma regarde autour d'elle, fascinée. Les gens saluent Léo et il présente Emma à chaque personne. Cette fois, quand il dit « Voici Emma, l'américaine », elle sourit et répond avec des phrases complètes. Son français n'est pas parfait, mais elle ne se soucie plus de faire des erreurs. Il s'arrête à un stand où Mathilde vend ses produits à la lavande. Savon, huile, sachets parfumés. La tante d'Emma travaille avec une autre femme. « Emma !» s'exclame Mathilde. « Tu es venue voir notre stand ?» « Oui, je voulais voir tes produits, » répond Emma. « Tu veux aider un peu ?» demande Mathilde. Madame Rousseau doit partir pour dîner. Emma hésite. Léo dit rapidement. Je peux revenir dans 1 heure. Comme ça, tu peux aider ta tante, et après nous pourrons profiter de la fête. D'accord, accepte Emma. Pendant que Léo part retrouver ses amis, Emma prend place derrière le stand. Elle aide sa tante à vendre des sachets de lavande séchée et des savons. Au début, elle est nerveuse de parler français avec les clients, mais elle gagne en confiance avec chaque vente. Un groupe de touristes américains s'arrête au stand. Ils sont surpris quand Emma leur parle en anglais, puis en français avec sa tante. « Tu es vraiment une aide précieuse », dit Mathilde quand les touristes partent avec plusieurs savons. « Tu as un talent pour la vente. » Emma sourit, fière. Elle n'aurait jamais imaginé aimer cette activité il y a quelques semaines. Léo revient après 1 heure, comme promis. Mathilde a trouvé une remplaçante. « Va t'amuser, » dit-elle à Emma. « Tu as assez travaillé. » Léo prend la main d'Emma et l'emmène à travers la fête. Il goûte des spécialités locales, tapenade d'olive, tarte à la tomate, glace à la lavande. Il joue à des jeux traditionnels. Emma gagne un petit ours en peluche à un stand de tir. Un souvenir de Provence. Dit-elle en serrant l'ours. La nuit tombe, les lumières s'allument, créant une atmosphère magique. Sur la place centrale, un groupe joue de la musique traditionnelle. Des couples commencent à danser. « Tu danses ?» demande Léo, tendant sa main. Emma secoue la tête. « Je ne connais pas ces danses, » Je vais te montrer. insiste-t-il. C'est facile. Avant qu'elle puisse protester, Emma se retrouve au milieu de la place, la main de Léo dans la sienne. La musique est joyeuse et rythmée. Léo guide ses pas. Elle trébuche 1 fois, 2 fois, puis trouve le rythme. Ils dansent 3 chansons sans s'arrêter. Emma rit, tourne,
se laisse porter par la musique. Elle oublie sa réserve, sa résistance à ce pays. Pour la première fois, depuis son arrivée, elle est complètement présente, complètement heureuse. Quand la musique devient plus lente, Léo la tient plus près. Ils dansent en silence, leurs regards connectés. « Je suis content que tu sois venu ce soir. » dit-il doucement. « Moi aussi, » répond Emma. La chanson se termine. Sans un mot, Léo prend sa main et l'emmène loin de la foule, vers un petit pont de pierre qui traverse la rivière du village. Les étoiles brillent dans le ciel, plus nombreuses et plus brillantes qu'à New York. « Les étoiles sont magnifiques ici, » murmure Emma. « Oui. » dit Léo, mais il ne regarde pas le ciel. Il regarde Emma. Lentement, il se penche vers elle. Emma ferme les yeux. Leurs lèvres se touchent dans un baiser doux, hésitant, parfait. « Léo, tu es là !» Ils se séparent rapidement. 3 amis de Léo s'approchent du pont, riant et parlant fort. « On te cherche depuis 1 heure, » dit un des garçons, puis il remarque Emma et sourit. « Ah, je comprends maintenant. » Léo fait les présentations, visiblement frustré par l'interruption. Emma est gênée mais sourit poliment. Les amis insistent pour que Léo et Emma reviennent à la fête. Il y a un concours de danse qui va commencer. La magie du moment est brisée, mais quand Léo prend la main d'Emma pour retourner vers la place, leurs doigts s'entrelacent naturellement. La soirée continue avec plus de danse, plus de rire. Mais le souvenir du baiser sur le pont sous les étoiles reste avec Emma, comme un secret précieux qu'elle garde contre son cœur. Chapitre 6 : Les secrets. Le téléphone sonne pendant le petit déjeuner. Emma et Mathilde sont assises dans la cuisine, mangeant des croissants frais du village. « Allô ?» dit Mathilde. Son visage devient sérieux. « Oui, elle est ici. » Un moment. Elle tend le téléphone à Emma. « C'est ta mère ?» Emma prend le téléphone avec surprise. Sa mère appelle rarement, préférant les messages. « Maman ?»« Emma, chérie, comment vas-tu ?»« Bien, » répond Emma, réalisant que c'est vrai. Elle va bien, mieux qu'avant son arrivée en France. « J'ai des nouvelles ?» dit sa mère. « Ton père a obtenu un nouveau poste. Nous devons déménager à Chicago plus tôt que prévu. » « Chicago ?» Emma est confuse. Elle savait que son père cherchait un nouveau travail, mais pas dans une autre ville. « Oui, nous déménageons dans 2 semaines, ce qui signifie que tu dois rentrer plus tôt. » La voix de sa mère est désolée. « Je sais que tu devais rester encore 1 mois, mais nous avons besoin de toi ici pour préparer le déménagement. » Emma est silencieuse un moment. Il y a 3 semaines, cette nouvelle l'aurait rendue folle de joie. Rentrer plus tôt. Quitter la Provence. Mais maintenant, quand dois-je revenir ? demande-t-elle finalement. Dans 1 semaine. J'ai déjà changé ton billet d'avion. 1 semaine. 7 jours. Emma regarde par la fenêtre, vers les champs de lavande, vers la ferme des Dubois. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je serai prête. » Après l'appel, Mathilde pose une main sur l'épaule d'Emma. « Tout va bien ? » « Je dois rentrer dans 1 semaine. » Emma est surprise par le tremblement dans sa voix. « Nous déménageons à Chicago. »« Oh, ma chérie !» Mathilde l'embrasse sur la tête. « Tu vas nous manquer. » Emma monte dans sa chambre et s'assoit sur son lit. 1 semaine. Le festival était il y a 3 jours. Depuis, elle a vu Léo tous les jours. Ils ont fait de longues promenades, parlé pendant des heures, échangé d'autres baisers. Elle commence à s'attacher à lui. Comment lui dire qu'elle partira si tôt ? Emma prend son appareil photo. Elle a commencé à photographier les champs, le village, la ferme. Elle regarde les images de Léo, souriant dans la lumière dorée du soir. Son cœur se serre.
Plus tard, murmure-t-elle. Je lui dirai plus tard. L'après-midi, Emma aide Mathilde à trier les fleurs de lavande séchées. Elles travaillent en silence jusqu'à ce que Mathilde demande « Tu as dit à Léo que tu partais ?»« Pas encore, » admet Emma. Mathilde hoche la tête sans juger. « Ne tarde pas trop. » Le lendemain, Léo invite Emma à visiter le moulin à huile où les fermiers locaux transforment leur lavande en huile essentielle. C'est un endroit fascinant, plein d'odeurs puissantes et de machines anciennes. Après la visite, ils s'arrêtent chez les Dubois pour boire de la limonade. La maison est vide, les parents de Léo sont au marché. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » dit Léo, montant l'escalier. Emma le suit jusqu'à sa chambre. C'est une pièce simple, avec des posters de films et une étagère pleine de livres. Sur son bureau, il y a plusieurs brochures colorées. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Emma, curieuse. Léo hésite. « Des brochures d'université. » Emma en prend une. « Cornell ?» Elle lit le nom, puis s'arrête, choquée. « C'est près de… » « New York, yes. » dit Léo, passant à l'anglais avec un fort accent. « I got accepted. » Emma le regarde stupéfaite. « Tu as été acceptée à Cornell et tu y vas ? Quand ?» Léo revient au français. « En septembre. J'ai obtenu une bourse pour étudier l'agriculture durable. » « Mais c'est… » Emma s'arrête. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» « Je voulais te le dire. » répond Léo. « Mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas si ce qui se passe entre nous est sérieux ou juste un flirt d'été. » Emma regarde les brochures, les informations sur les logements étudiants, le programme d'études. Léo va venir en Amérique, près de chez elle. Ou plutôt, près de son ancienne maison. Elle va déménager à Chicago. « Emma, Léo semble inquiet. tu es fâchée ? » « Non, » dit-elle lentement. « Juste surprise. » Elle devrait lui dire maintenant qu'elle part dans une semaine, qu'elle déménage à Chicago, loin de New York. Mais les mots ne viennent pas. « Je sais que c'est beaucoup. » dit Léo. « Et je ne m'attends pas à ce que… » Il cherche ses mots. « Je veux dire, nous nous connaissons depuis peu de temps. Mais j'ai pensé que peut-être quand je serai là-bas, nous pourrions… » Se revoir, finit Emma. Oui. Le visage de Léo s'illumine d'espoir. Emma sourit, mais son cœur est lourd. Elle a son propre secret maintenant. Elle devrait le partager, mais quelque chose la retient. La peur de gâcher leurs derniers jours ensemble. La peur de voir la déception dans ses yeux. « C'est une excellente nouvelle, » dit-elle finalement. « Cornell est une université incroyable. » Ils passent l'après-midi à parler du programme de Léo, de tous les endroits qu'Emma pourrait lui montrer. Chaque mot est comme un petit couteau dans son cœur. Chaque plan est un mensonge, car elle ne sera pas là. Quand Léo la raccompagne à la ferme de Mathilde, il l'embrasse tendrement. « À demain, » dit-il. Je pensais que nous pourrions faire un pique-nique dans les collines. « Parfait, » répond Emma avec un sourire forcé. Dans sa chambre cette nuit-là, Emma ne peut pas dormir. Deux secrets pèsent sur elle, son départ imminent et le fait qu'elle ne sera pas à New York quand Léo arrivera. Elle doit lui dire la vérité, mais pas encore. Pas tout de suite. Elle veut savourer les derniers jours de bonheur avant que tout ne change. Le secret est comme une ombre sur son cœur, grandissant chaque heure qui passe. Chapitre 7. L'orage. Le ciel est étrangement sombre quand Emma se réveille. Les nuages gris couvrent le soleil et l'air est lourd, électrique. Depuis sa fenêtre, elle voit les arbres qui se plient sous un vent fort. Mathilde est dans la cuisine, écoutant la radio. « Bonjour Emma », dit-elle, l'air préoccupé. « La météo annonce un orage violent cet après-midi. Nous devons préparer la ferme. » Emma n'a jamais vu sa tante aussi inquiète. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Nous devons protéger autant de lavande que possible.
Les plantes près de la rivière sont les plus vulnérables. Si l'eau monte, le téléphone sonne. C'est Monsieur Dubois qui appelle pour offrir son aide. Bientôt, Léo et son père arrivent avec leur camionnette, suivis par d'autres fermiers du village. « L'orage sera fort, » dit Monsieur Dubois. Tous les fermiers s'entraident aujourd'hui. Ils travaillent rapidement pour renforcer les structures de la ferme et construire des barrières temporaires près de la rivière. Emma aide à déplacer les pots de fleurs, les outils, tout ce que l'eau pourrait emporter. Léo travaille à ses côtés. Il semble différent aujourd'hui, sérieux, concentré, les manches retroussées. Emma le regarde transporter des sacs de sable, diriger les autres jeunes hommes, prendre des décisions rapides avec son père. « Tu es doué pour ça !» dit-elle pendant une pause. « J'ai grandi avec ces orages, » répond Léo. Le pire que j'ai vu, j'avais 12 ans. L'eau est montée si haut qu'elle a emporté notre petit pont. Les premiers coups de tonnerre retentissent vers midi. Le vent devient plus fort, pliant les tiges de lavande. Mathilde regarde le ciel avec inquiétude. « L'orage arrive plus tôt que prévu, » dit-elle. « Nous n'avons pas assez de temps. »« Que pouvons-nous faire encore ?» demande Emma, sentant l'urgence. « Les champs près du petit ruisseau, » dit Mathilde. « Nous n'avons pas mis de protection là-bas. C'est ma meilleure lavande. » « Je vais y aller, » propose Léo immédiatement. « J'ai des bâches dans notre camionnette. »« Je viens avec toi, » dit Emma. Mathilde hésite puis acquiesce. « Soyez prudents. Si l'orage devient trop fort, revenez immédiatement. » Léo et Emma courent vers la camionnette. Les premières gouttes de pluie commencent à tomber, grosses et lourdes. Le vent siffle dans les arbres. Ils conduisent rapidement jusqu'au champ éloigné. La lavande ici est plus mature, les fleurs plus développées. C'est la récolte la plus précieuse de Mathilde. « Vite !» dit Léo, sortant les grandes bâches de la camionnette. Nous devons couvrir autant que possible. Ils travaillent vite, luttant contre le vent qui essaie d'arracher les bâches de leurs mains. La pluie devient plus forte, trempant leurs vêtements. L'orage est maintenant au-dessus d'eux, le tonnerre craque si fort qu'Emma peut le sentir dans sa poitrine. Malgré les conditions difficiles, ils travaillent bien ensemble. Emma comprend les instructions de Léo sans qu'il ait besoin d'expliquer 2 fois. Elle anticipe ses mouvements, lui passe les outils avant qu'il ne les demande. « Tu parles français maintenant, » dit Léo soudainement. Emma s'arrête, confuse. « Quoi ?» Tu parles français, sans hésiter, sans chercher tes mots. Emma réalise qu'il a raison. Dans l'urgence de la situation, elle a oublié sa réticence à parler français. Les mots viennent naturellement, fluidement. « L'urgence, je suppose, » dit-elle, un peu embarrassée. Ils finissent de sécuriser la dernière bâche quand un coup de tonnerre particulièrement violent frappe près d'eux. Le bruit est assourdissant. Emma sursaute, perdant presque l'équilibre. « On doit partir maintenant, » crie Léo pour se faire entendre au-dessus du bruit de la tempête. Il court vers la camionnette. La pluie est si forte qu'Emma peut à peine voir devant elle. Elle est trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés à son visage. Dans la camionnette, Léo allume le chauffage. Ils sont tous les deux trempés et tremblants. « Tu vas bien ?» demande-t-il. Emma hoche la tête, essuyant l'eau de son visage. Oui, c'était intense. Léo sourit. « Tu t'en es bien sorti. Beaucoup d'étrangers paniquent pendant ces orages. » Je ne suis pas comme les autres étrangers, dit Emma, puis réalise comment cela sonne. Je veux dire, Je sais ce que tu veux dire. dit Léo doucement. Il la regarde un moment, puis démarre la camionnette. Rentrons. Mais le chemin est déjà transformé en ruisseau boueux. La camionnette avance lentement. Je dois te dire quelque chose, dit Emma soudainement. L'intensité de l'orage, le travail d'équipe, le sentiment d'urgence, tout cela lui donne le courage dont elle a besoin. Je pars dans 4 jours. Léo la regarde rapidement,
puis retourne son attention sur la route difficile. Quoi? Ma mère a appelé. Nous déménageons à Chicago. Je dois rentrer plus tôt que prévu. Léo est silencieux un moment. Quand as-tu appris cela? Emma hésite. Il y a 3 jours. La camionnette s'arrête brusquement. Léo se tourne vers elle. 3 jours? Et tu ne m'as rien dit? Je voulais te le dire, mais... Emma cherche les mots justes. Je ne voulais pas gâcher nos derniers jours ensemble. Alors tu as préféré mentir? Le ton de Léo est blessé plutôt qu'en colère. Je n'ai pas menti. J'ai juste... Cacher la vérité, Finit Léo. comme j'ai caché mes plans pour Cornell. Il secoue la tête. Nous avons tous les deux gardé des secrets. Le silence s'installe entre eux, ponctué seulement par le bruit de la pluie sur le toit de la camionnette et le tonnerre qui s'éloigne lentement, New York est loin de Chicago. dit finalement Léo. Je sais, répond Emma. Je suis désolée. Léo remet la camionnette en marche. Nous devrions rentrer. Ta tante doit s'inquiéter. Le reste du trajet se fait en silence. Quand ils arrivent à la ferme, l'orage commence à se calmer. Mathilde les attend, inquiète. « Dieu merci, vous êtes sains et saufs, » dit-elle en les voyant. « Venez, séchez-vous. » Emma regarde Léo qui évite ses yeux. « Je dois rentrer chez moi. » dit-il à Mathilde. Mon père aura besoin d'aide. Il part sans dire au revoir à Emma. Elle le regarde s'éloigner, son cœur aussi lourd que les nuages au-dessus d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Mathilde, notant la tension. « Je lui ai dit que je partais, » répond Emma doucement. Il n'a pas bien réagi. Mathilde met un bras autour des épaules d'Emma. « Laisse-lui du temps. »« Les orages passent toujours, ma chérie, dans le ciel et dans le cœur. » Mais Emma n'est pas convaincue. 4 jours. C'est tout ce qui lui reste. Et maintenant Léo est fâché contre elle. Peut-être qu'il ne voudra plus lui parler avant son départ. Cette pensée fait plus mal que n'importe quel orage. Chapitre 8. Les adieux. Les valises d'Emma sont ouvertes sur son lit. Elle plie soigneusement ses vêtements, mais son esprit est ailleurs. 3 jours ont passé depuis l'orage. 3 jours sans nouvelles de Léo. Demain matin, à cette heure-ci, elle sera dans un avion pour New York. Puis, après quelques jours, elle partira pour Chicago. Une nouvelle maison, une nouvelle école, une nouvelle vie. Emma prend le petit ours en peluche qu'elle a gagné à la fête du village. Un souvenir de Provence, avait-elle dit. Maintenant, ce sera aussi un souvenir de Léo. On frappe à la porte. Mathilde entre avec une petite boîte bleue. « Un cadeau pour toi » dit-elle, s'asseyant sur le lit à côté d'Emma. « Pour te rappeler de ton été ici. » Emma ouvre la boîte. À l'intérieur, il y a un petit flacon d'huile essentielle de lavande et un bracelet fait de cuir tressé avec des perles en argent. « C'est magnifique » dit Emma, touchée. « Merci Mathilde. »« Tu vas me manquer » dit sa tante. « La maison sera vide sans toi. »« Tu vas me manquer aussi. » Emma est surprise par la sincérité de ses propres mots. Quand elle est arrivée, tout ce qu'elle voulait était partir. Maintenant, l'idée de quitter cette ferme, ses champs, sa tante, cela fait mal. « Tu as changé », remarque Mathilde. « Tu n'es plus la fille en colère qui est arrivée il y a 1 mois. » Emma sourit tristement. « Je sais. Cette place, toi, Léo, tout a changé quelque chose en moi. »« Je suis fière de toi, » dit Mathilde. « Et ta mère sera fière aussi quand elle verra ton français. Tu parles presque comme une Française maintenant. »« Merci de m'avoir supportée, » dit Emma. « Je n'étais pas facile au début. » Mathilde rit. « Tu étais terrible. » »« Je ne veux pas être ta phrase préférée. » Emma rit aussi, se rappelant sa propre attitude. « J'étais stupide. »« Non,
corrige Mathilde. Tu étais blessée, en colère. C'est différent. Elles finissent de faire les valises ensemble, parlant des projets d'Emma pour Chicago, des plans de Mathilde pour la prochaine saison de Lavande. Emma promet d'envoyer des photos de sa nouvelle maison. Le soir, elles préparent un dernier dîner ensemble. Emma aide sa tante à cuisiner, une autre chose qu'elle a apprise cet été. Pendant le repas, Emma demande finalement « As-tu eu des nouvelles des Dubois ?» Mathilde la regarde avec sympathie. Léo travaille beaucoup depuis l'orage. Leur ferme a été plus touchée que la nôtre. « Je comprends », dit Emma, essayant de cacher sa déception. Elle espérait qu'il viendrait lui dire au revoir. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. Les adieux seraient trop difficiles. Cette nuit-là, Emma ne peut pas dormir. Elle sort de son lit et s'approche de la fenêtre. La lune éclaire les champs de lavande. Elle ouvre la fenêtre et respire l'air parfumé une dernière fois. « Cet endroit va me manquer », murmure-t-elle. Le matin arrive trop vite. Emma se réveille avant son alarme. Elle s'habille lentement, savourant ses derniers moments. Dans sa valise, elle a mis quelques tiges de lavande séchées pour parfumer ses vêtements pendant le voyage. Mathilde prépare un petit déjeuner spécial. Des croissants frais, du jus d'orange pressé, des œufs. Emma mange peu, son estomac serré par l'émotion. Le taxi doit arriver à 8 heures. À 7h30, Emma et Mathilde sont assises dans la cuisine, buvant du café en silence. Un bruit dehors attire leur attention. Quelqu'un frappe à la porte. Mathilde sourit. « Je pense que c'est pour toi. » Emma ouvre la porte. Léo est là, tenant un petit paquet dans sa main. Ses yeux sont fatigués, comme s'il n'avait pas dormi. « Bonjour », dit-il doucement. « Bonjour », répond Emma, son cœur battant fort. Mathilde passe discrètement dans une autre pièce, les laissant seuls. « Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. » dit Léo. « J'étais… » « Je comprends », dit Emma rapidement. « L'orage a causé beaucoup de dégâts. » « Ce n'est pas seulement ça. » admet Léo. « J'étais aussi fâché, blessé, confus. » Emma baisse les yeux. « Je suis désolée de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. » Non, c'est moi qui suis désolé. Léo s'approche d'elle. « J'ai réagi trop fortement. Nous avons tous les deux eu peur de gâcher ce que nous avions. C'est compréhensible. » Il lui tend le petit paquet. « Pour toi. » Emma l'ouvre. C'est une petite bouteille en verre bleu contenant de l'huile de lavande. « C'est de notre ferme. » explique Léo. « La première que j'ai distillée seule. » « Merci, » dit Emma, profondément touchée. « Je la garderai toujours. » Ils se regardent un moment, tant de mots non dits entre eux. « Chicago et Cornell sont loin l'un de l'autre. » dit finalement Léo. « Mais pas impossible. » Emma sent une lueur d'espoir. « Tu veux dire ?» « Je veux dire que ce n'est pas un adieu. » dit Léo. « Pas si tu ne le veux pas. » « Je ne le veux pas, » dit Emma rapidement. Léo sourit. « C'est la première fois que je suis content de t'entendre dire « je ne veux pas ». Emma rit, les yeux brillants de larmes contenues. Il y a des avions entre New York et Chicago. Et des téléphones et Internet. Ajoute Léo. Si tu veux. Je veux, dit Emma simplement. Léo prend ses mains. Alors, c'est une promesse ? Emma hoche la tête, incapable de parler. Léo se penche et l'embrasse doucement. C'est un baiser plein de tendresse, d'espoir et de promesses. Le klaxon d'une voiture brise le moment. Le taxi est arrivé. Mathilde revient dans la pièce. « Ton taxi est là, Emma. » Les valises sont chargées, les dernières embrassades sont échangées. Emma serre Mathilde dans ses bras, puis Léo. « Au revoir, » dit-elle, les larmes coulant maintenant librement. « Pas adieu. » « Au revoir, Emma. » répond Léo. « À bientôt. En Amérique. » Emma monte dans le taxi. Alors que la voiture s'éloigne, elle regarde par la fenêtre arrière.
Mathilde et Léo sont debout côte à côte, agitant la main. Derrière eux, les champs de lavande s'étendent sous le soleil du matin. Le parfum de lavande des petites bouteilles dans son sac remplit l'air autour d'elle. Un parfum qui, maintenant, signifiera toujours la Provence, l'été et Léo. Le taxi tourne au coin du chemin et la ferme disparaît de sa vue. Mais Emma sait que ce n'est pas une fin. C'est juste une pause dans une histoire qui continue. « Je reviendrai », murmure-t-elle en français. Ce n'est plus « je ne veux pas ». Maintenant, c'est « je veux ». Et ce changement fait toute la différence. Note de l'auteur. Chers lecteurs, chères lectrices, merci d'avoir accompagné Emma dans son voyage à travers la Provence. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les champs de lavande, le marché du village et les émotions d'un premier amour d'été, tout en améliorant votre français. Comme Emma, peut-être avez-vous commencé cette histoire avec hésitation pour finalement vous laisser emporter par l'aventure. L'apprentissage d'une langue, comme les relations humaines, demande du courage, de la patience et de l'ouverture d'esprit. Si cette histoire vous a plu et vous a aidé à améliorer votre français, je serais très reconnaissante si vous pouviez la partager avec un ami qui apprend aussi le français. Je vous invite également à découvrir mes autres livres, tous des romans d'amour spécialement conçus pour les apprenants de français, avec du vocabulaire adapté et des histoires captivantes dans des contextes authentiques. Je vous souhaite autant de succès dans votre apprentissage du français qu'Emma en a eu pendant son été en Provence. Et rappelez-vous, même les moments où vous voulez dire « je ne veux pas » peuvent se transformer en précieuses opportunités de croissance. Avec toute ma gratitude, Geneviève de Fontaine.